Nous sommes dans le 14e, nous sommes en terrasse, il fait beau, voilà, et nous avons l'insigne honneur d'être avec Jean-Stéphane Sauveur, voilà, donc réalisateur de Black Flies, qui a donc présenté son film en avant-première donc ce lundi. C'était lundi combien, je ne sais plus, mais c'était ce lundi. Et 18 mars, non? Combien on est? 19 peut-être, ouais. Ouais, bon. Et dans une salle bondée, avec une good vibe, franchement. Hein, donc avec d'excellentes questions, dont la mienne, à l'issue de la projection. Non, enfin bon, bref, c'était vraiment... J'étais très content de découvrir le film, que moi, je n'avais pas vu à Cannes. Et en tout cas, le retour en tout cas, que tu as pu avoir sur le moment, en tout cas, était vraiment très positif. Et voilà. Et donc à l'issue, on s'est donc, s'était un petit peu mis d'accord pour qu'on puisse se voir un petit peu à part et qu'on puisse un petit peu discuter autour de ton film. Et donc de prolonger la rencontre qu'on avait eue avec Gaspard Noé sur le rooftop chez Whiteside, si mes souvenirs sont bons. Je ne sais plus en quelle année, c'était en 2019 2018, je crois. Le film est sorti en 2018. 2018, ouais, voilà. À cette époque-là. Ouais. Et donc, moi, j'en ai gardé un souvenir vraiment, un très bon souvenir. Et voilà, donc du coup, je voulais qu'on continue un petit peu cette discussion qu'on avait pu avoir à l'époque, là que tous les deux, avec Flavien à côté de nous en tant que preneur de son. Bon voilà, donc du coup, moi ce que je voulais, déjà la première question que j'aurais voulu te poser, c'est à l'époque, quand on s'était vu justement en 2018, est-ce que tu avais déjà en tête, parce qu'on n'en avait pas trop parlé, est-ce que tu avais déjà en tête Black Flies? Black Flies, non, c'est venu après. En fait, je crois que c'est venu... remarque, je ne sais pas, parce que le film, Une prière avant l'aube, il a mis un an à sortir. C'est-à-dire qu'on l'a montré à Cannes en 2017, et après, il est sorti en août 2018, quoi. Donc c'est là où on s'était vu. Et en fait, je crois que, dans mon souvenir, les producteurs sont venus voir en décembre 2017. Et tu travaillais sur autre chose peut-être à ce moment-là? Non, mais je crois que j'y croyais pas beaucoup au début. C'est-à-dire qu'il m'avait proposé le livre. D'accord. Et je me dis, c'est super le livre, j'adorais faire ça et tout. Mais j'ai passé quand même aux États-Unis à chaque fois énormément de temps à des projets qui ne se sont jamais faits, quoi. Ouais. Et là, c'est des producteurs américains, là, on est d'accord? 3 ans, tu vois. C'est des producteurs américains. Ouais, d'accord. Enfin, au départ, c'est un New-Yorkais, Christopher Kopp, et Lucan To, qui est anglais, qui m'avait proposé ça. On avait un autre projet, et puis ils sont venus. Mais tu les connaissais d'avant déjà? C'était des gens que tu avais déjà côtoyés? Je connaissais Lucan par rapport à un autre projet. Il m'avait proposé autre chose. Je l'avais rencontré à Cannes, je crois. Et du coup... vas-y, je t'en prie. Parle dans le micro, parle dans le micro. Mais il me semble que tu nous avais parlé à l'époque, quand on s'était vu sur le rooftop, en question, que tu avais un projet peut-être en Amérique du Sud. Oui, je m'en souviens très bien. Ouais, parce que ça n'a pas évolué, je l'ai toujours. Celui-là, je l'ai depuis des années. Le prochain projet. Oui, c'est vrai, parce qu'on l'avait annoncé. Ça, pour le coup, on l'avait annoncé à Cannes avec Vincent Maraval en se disant, au départ, je me disais, je veux pas d'acteur connu, pas de script et tout, et on y va. C'est exactement ce que tu nous avais dit. Addicted to Violence. Exactement. Et en fait, c'est maintenant, j'espère, mon prochain projet, mais j'ai dû écrire le script entre deux, parce que tu n'arrives pas à financer un film sans script. En gros, quoi. Donc mon idée, elle était... Toujours en Amérique du Sud. Il y a une partie en Amérique du Sud, une partie au Guatemala où j'étais la semaine dernière, où je reviens par rapport à ce projet-là. Les Black Flies, je pense qu'ils avaient dû me proposer à l'époque le livre. Et comme l'idée leur aurait été venue par Ryan King, qui est un acteur et scénariste, il avait entendu parler du livre, je pense, à l'époque où Darren Aronofsky il avait les droits. Ah, c'est Darren qui avait les droits avant. Ouais, il a lâché les droits au bout d'un moment, comme ça, c'est pas fait. Ok. Et du coup, les droits étaient à nouveau libres. Et Ryan King avait dit, ce projet, ça n'a jamais été fait, ça devrait être fait et tout, quoi. Et moi, ils m'ont filé le livre, je l'ai lu. Et après, je me suis dit, c'est super, mais aujourd'hui, c'est tellement difficile de monter ce genre de film que je me dis, j'ai pas envie de passer à nouveau 3 ans à bosser dessus, puis qu'ils n'arrivent pas à le monter financièrement. Ce qui s'est passé sur plein de projets que j'ai eus. Et du coup, comme Ryan, en plus, c'est lui qui avait proposé, on s'est dit, on va faire une première version. Donc lui, il a bossé à une première version, sur laquelle après, on a retravaillé, qui était vraiment l'adaptation, on va dire, basique du livre, quoi. Et après ça, j'ai accroché avec ça Ty Sheridan, le premier. Et ensuite... Avec cette première adaptation, on va dire. Tu lui as montré cette première, je dirais, version, quoi. Ou le livre, je me souviens plus trop, ou cette première version, en tout cas. On avait quand même et Ty Sheridan, tu l'avais déjà côtoyé, enfin, tu l'avais déjà... Je ne le connaissais pas du tout, en fait. Oui, et tu as pensé à lui tout de suite, en fait. Ouais, je sais plus, je l'avais vu un peu avant. C'est marrant, je m'étais dit, il y a parfois des signes dans la vie, quoi. Tu vois, j'étais à Macao pour présenter Une prière avant l'aube et j'avais vu une bande-annonce
Ready Player One. Ouais. Et je me dis, tiens, lui, il a l'air génial, c'est qui déjà et tout, quoi. Et puis après, j'ai vu que c'était Taille. Mais parfois, il y a des signes comme ça, Ouais. tu te souviens un instant où tu as vu l'image, je sais pas pourquoi. C'était assez bizarre. Et du coup, quand ça s'est présenté, je me dis, Taille, j'adorerais travailler avec lui. Je trouve qu'il a une carrière vraiment intéressante, il a travaillé avec des gens bien. Il correspondait au personnage parce qu'il est de il est du Texas. Comme ça, middle class, classe moyenne et tout, et qui Le mec qui correspond vient au comme ça à New personnage. York, tu vois, tout un peu genre pour se faire dépuceler, je dirais, quelque part. Voilà. Un peu, ouais, qui était le cas de Shannon Voilà, quand il ouais, a écrit c'est ça, son livre. ouais. Shannon Burke, où il venait, je ne sais plus d'où il est Shannon, mais d'un coup ils arrivent dans une grande ville, et même taille, je vois quand on a tourné et tout, on sentait un décalage. Enfin, c'est pas une ville dans laquelle il est forcément à l'aise. Ouais. Il est plus, il a grandi dans un autre environnement, donc c'était marrant de voir ça, c'était intéressant quand tu es dans le métro et tout, c'était au départ, on sentait que c'était pas son univers, quoi. Alors donc du coup, tu leur dis, tu dis à tes prods, tu dis bah voilà, moi j'aimerais bien coller Taille au projet, quoi, en fait, c'est ça? Bah, je me suis dit, Taille, il serait super, ils me disent OK. Donc à ce moment-là, je l'ai contacté. Et il tournait à l'époque The Night Clerk en Utah. Je me dis, je vais prendre un avion. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut à un moment, si on est motivé, il faut y aller, quoi. Donc, je me dis, je vais prendre l'avion, je vais dans l'Utah et le rencontrer de visu. Donc tu l'as vu pendant qu'il On tournait? n'était pas encore dans les Zooms et tout ça, tu vois, c'était en 2018, Ouais, c'était avant le 2019, Covid, un truc comme ça. Et donc tu le vois sur place, sur le tour. Ouais. Voilà, Il m'a dit, ah bah, tu viens, je viens te chercher à l'aéroport, ce qui était sympa, quoi. Et donc il est venu avec sa voiture, il est venu me chercher à l'aéroport, on a passé l'après-midi et puis je suis reparti le soir. Et tu l'as on a convaincu bien accroché, pendant ce laps de temps. Ouais. Et Sean Penn, tu l'avais déjà aussi en tête depuis le début ou c'est venu après? Bah, Sean, quand j'ai lu, je me dis, il serait super, mais il est presque trop évident. Ouais. Donc je m'étais dit, mais en même temps, on était en contact depuis Johnny Mad Dog. Ouais. J'avais essayé plein de fois d'essayer de le rencontrer, tout ça, ça n'avait jamais marché. Notamment à Cannes, quand on a présenté Johnny Mad Dog, lui était dans le jury, dans la compétition. Ah, c'est vrai, ça, j'avais complètement zappé. En Haïti, j'avais essayé de le voir aussi. J'avais vu Indian Runner à l'époque à Cannes, en tant que spectateur, son premier film, j'avais trouvé super, j'avais essayé donc j'aurais bien aimé, mais à un moment, il y avait Adèle et Charpopoulos qui a tourné avec lui dans The Last Fest, son film. Ouais. Qui s'est fait défoncer, si mes souvenirs sont bons. À Cannes, ouais. Et j'avais tourné, moi, Punk, à l'époque, avec Jeremy Lahert, qui était le copain qui a rencontré Adèle sur La Vie d'Adèle. Ouais, d'accord. Et du coup, Jérémy a montré le film Johnny Mad Dog à Adèle. Adèle a montré le film à Sean, parce que c'était sur les humanitaires au Libéria. Donc du coup, elle avait dit, tiens, regarde le film de mon copain Jean-Stéphane et tout. Et Sean avait dit, ah ben oui, j'avais vu des images sur Internet, mais j'avais jamais réalisé que c'était un film de fiction. Je pensais que c'était des images. Je pensais que c'est un doc. En même temps, quand on ne connaît pas, on a l'impression que c'est un doc. Hein. Mais quelque part, je dirais que c'est peut-être le meilleur compliment qu'on peut faire à ton film. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, parce que c'est du réel et tout, donc c'est bien que tu vois que ça soit... Bien sûr, ouais. Du coup, et je me souviens, j'ai retrouvé, parce qu'après je me souvenais plus exactement, mais il m'avait envoyé après un email quand je tournais une prière à Bonlob en Thaïlande pour se rencontrer. Je dis, mais je suis en Thaïlande et tout, donc ça va être compliqué. Et quand le projet s'est présenté, je me dis, bah Sean, ça serait super qu'on arrive justement à faire celui-là ensemble, quoi. Je me dis, voilà, si on a Sean, c'est super. Ouais. Pour plein de raisons, tu vois, parce qu'en plus c'est un activiste, je sentais qu'il correspondait au personnage, c'est quelqu'un que j'avais vraiment envie de rencontrer, travailler avec et tout. Donc je l'ai appelé pareil. Et j'ai envoyé un mail et tout ça à l'époque. Et puis il m'a dit, écoute, non, j'ai pas plus envie de faire cet acteur, j'en ai marre d'être acteur, j'ai pas envie de faire ce métier. Mais par contre, si tu viens un jour à LA, rencontrons-nous, ça me ferait plaisir que finalement on se rencontre. Je lui dis, merde, plus faire l'acteur quand même pour Sean Penn, tu vois, c'est quand même dommage, il va nous priver de choses dans le futur, c'est un peu con, je me sens un peu déprimé. Je lui dis, mais je vais le rappeler quand même, il faut peut-être insister. Tu vois. Donc je l'avais rappelé, et puis je l'avais dit, bah tiens, la semaine prochaine je suis à LA, est-ce qu'on peut aller prendre un café? Il m'avait dit, mais où tu restes à LA? Je dis, je vais à l'hôtel, il me dit, tu viens là pour combien de temps? Donc je voulais rester une semaine, il me dit, bah viens à la maison. Donc ce qui montre sa générosité aussi, tu vois, à Sean et tout, quoi. Et donc tu arrives à 11h du soir de l'aéroport. J'étais un peu emmerdé parce que le vol il est arrivé tard. Je me dis bon, et c'est là qu'il a ouvert la porte pieds nus, comme ça il est arrivé et tout dans sa maison à la cool. Il est toujours très à la cool, le Sean, quoi. Ah, génial. Et après on a passé une semaine comme ça à vachement discuter, à découvrir son univers aussi. Je connaissais pas tout son art. Il y avait des peintures partout de lui, des collages, des trucs et tout. C'était super, tu vois. Sa famille m'a présenté. Un jour, il me dit, je vais te présenter la plus belle femme de Los Angeles. Elle me dit, viens.
On prend sa voiture, tu vois, on arrive chez sa mère. Génial. Mais c'est touchant, il avait C'est comme génial. ça tout un truc assez inattendu. Ouais. Et Super. puis j'avais passé le livre, je lui expliquais, et je le sentais hésiter, je le sentais tenté par l'aventure, mais Ouais. qu'il y avait autre chose qui le retenait, il n'avait pas envie. Puis il voulait faire quand même Flag Day à l'époque, il voulait tourner son film aussi en tant que réal. Donc je pense que dans sa tête, il était aussi plus je vais faire mon film et j'ai plus envie de jouer. Mais là, tu étais dans une optique, genre, si j'ai Sean Penn, le film se fait, ou tu t'en fous, c'est vraiment parce que tu avais envie de Sean Penn et que c'était une volonté. Bah, c'est les deux, si tu veux. Ouais. Tu sais que si tu l'as, ça va se monter. Ouais. Et puis c'est parce que j'avais vraiment envie de travailler avec lui. Voilà, Pour moi, c'est ça, c'était lui, d'accord, tu vois. J'avais mis Bah les oui. deux photos. Tu fais souvent des dossiers, j'avais mis Sean et Ty ensemble. Je dis, ils sont super, ça marche et Ouais, tout, quoi. ouais. Surtout que c'est dur les castings, moi j'ai vachement de mal. Il faut qu'il y ait autre chose qui me motive que juste l'acteur et le montage. C'est-à-dire que lui, il a autre chose que juste un acteur. Bah, souvent parce que tu as dû souvent bossé avec des acteurs non pro, quoi, en plus. Tu vois, Ouais, et donc je suis plus attiré par les êtres humains que par les acteurs en Je tant comprends, qu'acteur avec un CV de film et c'est ce que tout. montre ton cinéma, de toute façon. Donc, voilà. Donc, Et tout, c'est qu'il faut qu'ils y correspondent. C'est le Cat Tyson dans le film, c'est des gens comme ça, c'est des gens qui doivent correspondre dans leur vie à ce que raconte le personnage. Tu vois. Et Sean, il avait forcément ça, quoi. En Haïti, il y avait un doc qui s'appelait Citizen Penn à l'époque, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais Citizen Penn, on le voit dans l'ambulance, en Haïti, dans ces trucs. Donc il avait cette expérience d'ambulancier à sa façon, quoi. ouais. Et puis bon, il finit par me dire, écoute, non, machin. Et puis le dernier jour, il me dit, écoute, ok, je vais faire le film, mais à une condition. Donc au début, je me sais, mais je me suis pas joué longtemps. La condition, c'était, il me dit, tu sais, la scène du suicide, Ah oui. on va la tourner le premier jour avec des vraies balles. Quand je me tire une balle dans la tête avec des vraies balles le premier jour de tournage. Ah oui, il a voulu Bon. laisser le voyage du bout de l'enfer, lui. Oh la vache. Il est là, il est ou vraiment déprimé ou il a vraiment pas envie de le faire. Ah oui, quand même. Après, j'avais envoyé Ty au charbon aussi. Ty, il est génial pour ça, tu vois. Il l'avait appelé parce qu'ils s'étaient rencontrés sur Tree of Life, mais ils ne se connaissaient pas parce qu'il avait 10 ans, Ty, à Ouais, l'époque. ouais. Il a essayé de le convaincre aussi et tout, quoi. Mais on n'a pas réussi. Mais Sean m'avait dit, par contre, si tu veux, je t'aide à caster le film et tout. Qui tu veux, on les appelle, les gens que je connais, si je peux t'aider. C'était vraiment adorable, quoi. Ouais. Ah, c'est étonnant parce que tout ça, il le fait pro bono, je dirais, quelque part. Il donne un coup. Ouais. Puis lui, il me disait, à un moment, quand il hésitait vraiment, il me disait, mais t'as besoin de combien de temps? Pour réduire un peu, je disais 15 jours, à peu près un truc comme ça. Enfin, on a tourné 23 jours, donc Ouais. en fait, on était dans ce T'étais pas créneau-là. loin, t'étais J'espérais pas avoir loin. plus à l'époque, mais Ouais. je disais 15 jours pour le convaincre. Il me dit, en fait, c'est pas tant les 15 jours, mais c'est que ça va me prendre un an de prépa, parce que j'ai envie d'être très précis dans les gestes, d'être vraiment comme un urgentiste qui a fait ça Ah, mais depuis ça 30 te ans, quoi, convient tu parce vois. que toi aussi, tu te prépares à mort. Donc, Ouais, mais du coup là, ça convenait pas en fait. qu'ils me disent oui. Après, par contre, quand il y a eu le Covid, il a fait avec les ONG, avec son ONG Core, il a fait toutes les vaccinations à Los Angeles, tu vois. Donc il était impliqué avec le Fire Department de LA. De LA, ouais. Donc c'est comme ça que je l'ai rappelé. Je lui ai dit, mais là, tu t'es entraîné pendant un an avec le Fire Department. Ouais, parce que là, tu étais parti avant le Covid, et et même quand le Covid est arrivé, toi, tu es parti du principe que tu n'aurais pas Sean Ouais, Penn. parce que là, je le sentais vraiment Ouais, ok. qu'il a fait son film. Et là, tout tu as ça su tout, qu'il a quoi. fait tout ça, et donc, du coup, tu as relancé le bousin, quoi. Ouais. Ah, génial. Bah, après le Covid, parce qu'après, on a enfin, tout ça, ça s'est arrêté, ça a pris du temps. Ouais. Il y a eu Mel Gibson à un moment donné, puis après, mais comme réalisateur, il devait faire son film aussi. Hmm. Donc d'un coup, les calendriers ne marchaient plus, puis il y a eu Ouais. le Covid. Donc après, pour relancer, je dis, bah, je vais relancer Sean, quoi. Ouais, donc, quand même, au début, tu te disais, j'en ai marre, les films qui vont mettre 3 ans, c'est pas dit que ça se fasse, mais n'empêche que tu es reparti dans une aventure de 3 Ouais, ans. bah, qui a Ça mis s'est 5 fait. ans même. Ouais, mais ça s'est fait, mais en même temps, ça a mis du temps quand même. Tu vois, Et je la veux dire. pandémie, peut-être qu'à Ouais, aussi. moi je pense que sans la perturbé pandémie, tu tout aurais le peut-être monde, gagné quoi. 2 ans quand même. Ouais. Franchement. Et j'aurais peut-être fait le film avec Mel Gibson. Ouais. Comme je sais quoi, pas si- la vie. Je sais pas si c'est. Ouais, en même temps, j'en sais rien. Moi, je les trouve C'est vraiment bien. difficile à voir. Moi, j'ai du mal à imaginer quelqu'un. Une fois que tu fais le film, après, t'as Ouais, du c'est mal à compliqué. imaginer Ouais. quelqu'un Ouais, d'autre. mais même en tant que spectateur, même moi en tant que spectateur, c'est compliqué de voir quelqu'un d'autre, surtout quand l'acteur a pris le rôle comme ça, quoi. Tu vois, Ouais. j'aime bien. Donc, C'est assez marrant d'ailleurs, parce que quand on prépare, tu fais un casting, donc tu passes tous les acteurs en revue, on va dire. Et en fait, une fois que tu l'as fait avec quelqu'un, tu as du mal à te dire si ça avait été lui, comment ça aurait été, quoi. Ouais. Ça aurait été un autre film, mais c'est difficile de... forcément, ouais. Puis, imaginer quelqu'un il y a l'osmose entre les deux, hein, ça marche. C'est surtout ça aussi qui
qui fait que c'est compliqué de se dire avec quelqu'un d'autre, quoi, en fait, tu vois. Ouais, je trouvais qu'il y avait un truc qui, je sais pas pourquoi, mais je me souviens quand j'ai mis les photos d'eux face à face, tu vois, pour faire un collage comme ça et tout, je me dis putain, eux, ça marche tous les deux, quoi. Et c'était au début, tu fais ça un peu, tu mets les photos de différents acteurs en face, puis bon, ça marche plus ou moins. Et les deux ont travaillé ensemble en amont, en préparation, parce que j'ai lu, forcément, puis tu l'as un peu dit aussi lundi, que toi, tu es monté dans une ambulance pendant 1 an, je crois. Enfin, ouais, même 2 ans presque. 2 ans, ouais, tu vois, pour préparer tout ça. J'ai cru comprendre que Sean Penn a fait la même chose pour avoir les bons gestes. Ouais, il a fait à Los Angeles d'abord, et puis ensuite il est venu à New York 2 mois avant, un truc comme ça. Il est venu en partie, tout ça. Et donc je l'ai présenté à l'hôpital de Wyckoff, qui nous ont aidés. Il s'est mis à l'arrière de l'ambulance, il avait envie, quoi. Taille aussi? Ouais, Taille aussi, bien sûr. Ouais. Taille, on a commencé très tôt, on avait fait. C'est pas tout le monde, hein, c'est pas tous les acteurs qui font non. Enfin, il me semble, hein, j'ai pas ton expérience, il va sans dire, mais il me semble que c'est pas donné à tout le monde de voir faire ça. En même temps, tu vois, je pense que quand tu vas dans l'ambulance, tu comprends des choses. Et c'est marrant, j'aurais demandé eux d'y aller, donc eux, en tant qu'acteurs, c'était important. Mais j'ai aussi mis le chef-op, j'ai aussi mis le scénariste, j'ai aussi mis l'ingé son. Tout le monde a fait son tour en ambulance la nuit, quoi, parce que d'un coup, tu prends conscience du ton, du temps, de l'espace, le son. C'était intéressant qu'il passe une nuit, parce que d'un coup, il me dit, ah ben j'ai pris conscience de plein de sons et tout ça, quoi, ouais. Les chefs-op, pareil, tu vois, d'un coup, il prend conscience de ce qu'est le réel. Et ça, j'aimais bien, tu vois, que tous puissent faire leur petit tour en ambulance. Alors, pour revenir un petit peu au début, donc tu as le livre, tout ça et tout, et une fois, bon, on va dire qu'il y a le casting qui se met un peu en place, on va y revenir, mais qu'est-ce qui te pousse, qu'est-ce qui te donne envie de tourner finalement dans ton quartier? Parce que si j'ai compris, ça se tourne à Brooklyn, donc tu as même dit qu'il y a même des plans qui ont été tournés chez toi. Donc... Ouais, c'est vraiment dans le quartier. Je sais pas, il y a plein de raisons, mais déjà, j'aime pas le matin quand on va en tournage. Souvent, on vient te chercher un minibus avec toute l'équipe, machin. T'as 1 heure avant d'arriver sur le plateau. Tout le monde parle de tout, n'importe quoi, et toi, tu t'angoisses, tu dis, putain, est-ce que je vais arriver à passer la journée? Parce qu'il faut toujours passer la journée, quoi. C'est-à-dire que tu dis que si tu merdes une journée, tu merdes 5 minutes de ton film, 7 minutes de ton film. Tu en as 23 jours sur un film de 2 heures, donc tu vois le minutage qu'il faut faire par jour. Donc si tu as une journée où ça se passe pas bien, je déteste je suis angoissé le matin, tu vois, en tournage. Donc je me dis, si je fais tout autour de chez moi, j'y vais à pied tranquille. Comme ça, déjà, je gagne du temps. Et puis en plus, le quartier, ça correspondait vraiment à ce que je voulais. Quand j'ai déménagé, je me dis, tiens, il y a un vrai truc ici, quoi, que j'ai envie de filmer. Visuellement, c'est près du métro aérien, donc tu es très dans un univers comme ça, new-yorkais de film. Et en même temps, les gens qui étaient là-bas et tout, quoi, je me dis, c'est génial, tout ça disparaît, c'est un espèce de New York qui est en train de disparaître parce que ça se gentrifie, tout devient cher. Donc petit à petit, tout Manhattan devient un Brooklyn. Il y a eu d'abord Williamsburg où tout le monde est venu, puis là, Williamsburg, maintenant il y a Chanel, tu vois, donc c'est devenu, c'est plus tout ce que c'était il y a 20 ans. Et mon quartier, ça reste encore un peu trash parce qu'il y a le métro. Je pense que du coup, les gens, c'est bruyant, ils n'ont pas envie forcément de venir là. C'est un quartier qui a été assez riche à une époque parce que c'était des brasseurs. Moi, je suis dans une maison de 1895 qui a été construite par un Allemand. Tout le quartier, il faisait de la bière. C'était le business. Ensuite, il y a eu le blackout en 77 ou je ne sais plus quelle année à New York, plusieurs jours. Et d'un coup, tout le monde s'est mis à défoncer toutes les vitrines, tout ça et tout. Et les gens sont partis de ce quartier. Ça a été pris par les gangs. C'était assez marrant quand on utilisait tous les tunnels de la bière. Parce que la bière, je crois qu'il faut évacuer toute l'eau. Et du coup, ils ont utilisé tous ces tunnels qui ne marchaient plus pour réseau de drogue et tout, quoi. Donc c'est devenu un des quartiers les plus dangereux de New York. Personne ne voulait mettre les pieds, quoi. Moi, quand je suis arrivé là-bas en 2019, 2020, les gens me disaient « Mais Abouchou, t'es complètement dingue, tu vois. » Ah ouais. Alors que c'est près du métro, donc tu dis... Et moi, j'aimais bien, parce qu'il y avait un côté du métro, c'est latino, c'est vraiment Porto Rico, Saint-Domingue, et l'autre côté, c'est afro-américain, donc je me dis, je suis dans mon univers des films précédents et tout, je me sens bien dans ce truc-là, quoi. Et au début, c'était craignos, enfin, ça tirait quand même dans le quartier. Ça tirait quand même un peu, de temps en temps, tranquille. Il y avait encore quand même des tirs, des trucs et tout dans la rue, beaucoup moins là, sauf pendant le tournage, mais ça, c'est une autre anecdote, mais j'aimais bien, j'ai envie de capturer ce quartier, quoi. C'est pour ça que je me suis installé aussi. Et si tu tapes un peu sur Internet pour taper ton quartier, tu te rends compte que c'est devenu une sorte, pas de capitale, mais c'est l'endroit où le street art est hyper mis en avant, en fait. Ouais, enfin, il y a 2 quartiers de Bushwick, c'est marrant, il y a le côté street art et tout qui était
qui est mis en avant pour le tourisme, j'ai l'impression quand même. Ouais, venez visiter Béchuc pour le street art en fait. Voilà. Mais ça, c'est pas mon quartier, c'est pas le côté de mon quartier. Moi, je suis l'autre côté, près du métro, où personne vient me voir. Il y a 2 stations de métro. Il y en a une, c'est vraiment le street art et graffiti, parce que c'est des anciennes usines un peu qui ont été transformées en loft. Ouais. Je suis pas dans cette partie, moi. Ça va, merci. Je suis pas dans cette partie, je suis plus, ça reste plus route sur l'autre côté, c'est marrant, ça c'est pas encore. Alors maintenant, du coup, ça se gentrifie de plus en plus, ça se construit, ça change et tout. Mais à l'époque, moi quand j'ai. En 3 ans, quoi. Tu dis à l'époque parce que tu me dis, c'était en 2019-2020. Non, 2009. Ah, 2009, d'accord, ok. Alors je veux bien comprendre. Alors 2009, oui, c'est clair que. Moi, je voyais ça a dû changer chaque année, tu vois, c'était incroyable, quoi. Parce que moi, au départ, j'ai déménagé dans cette maison parce que je voulais faire un film, chercher une maison abandonnée, un peu genre Fight Club, quoi. C'est comme ça que j'ai trouvé ma maison, qui était vraiment abandonnée à l'époque. Ouais. Et par un concours de circonstances, j'ai fini par m'y installer, à squatter, et après acheter la maison, parce que ça valait rien, les personnes voulaient s'installer là, donc j'ai eu de la chance d'acheter cette maison, quoi. Ouais. Mais, et après, j'ai monté un cabaret dans cette maison, c'est ce qui que m'a j'ai pris compris aussi pendant des années, tu vois, du temps, quoi, le bizarre. C'était marrant, mais ça prend. C'est comme ça que tu as rencontré. Je crois que, si j'ai bien compris, il y a Michael Pitt qui est venu dans ce cabaret. Oui, Michael, il venait jouer de temps en temps. Parce que Michael, lui, c'était un des rares, à la même époque, qui a déménagé à 2 stations de métro de la maison, quoi. D'accord. Aussi à peu près en même temps, c'est-à-dire que il y avait très peu de gens à l'époque qui s'installaient dans ce quartier-là, quoi. Et Michael, c'est comme ça que du coup, on a fini par se croiser. Et après, il est venu jouer parce qu'il a un groupe de musique et tout, donc il est venu jouer plusieurs fois. C'est cool. Au bar, ouais. C'était plutôt, moi, du cabaret, des burlesques et des drag queens et des projections, tout ça. Mais de temps en temps, il y a de la musique. Et Michael, il venait quand il voulait, ouais. C'est cool, hein, vraiment. Donc, du coup, donc, tu t'es dit, allez, je vais tourner dans mon quartier. En plus, je présume qu'en termes de coûts, ça devait coûter peut-être un petit peu moins cher que d'aller se trouver des studios, voire même, enfin, même pas des studios, mais d'aller tourner ailleurs, dans New York. Même. Tourner ailleurs, j'avais pas. Ouais, parce que c'est particulier en même temps, Brooklyn. À un moment donné, ils voulaient que je tourne à Toronto, dans le New Jersey, la production, parce que c'est moins cher. Et c'est pour ça c'est que beaucoup de gens ne tournent plus à New York, c'est que c'est très cher. Donc ils disent que tu vas à Toronto, il y a des histoires de taxes. Il n'y a pas comme à Paris, ils font pas des crédits d'impôt et des trucs comme ça. Non, New York très peu. Il y en a maintenant, ils reprennent, mais ils n'ont plus trop fait, donc les gens sont partis ailleurs. Tu vas à Atlanta, tu as je ne sais pas combien de crédits d'impôt, et tu vas à Toronto. Tous les films qui sont tournés à Atlanta, tu as marqué Georgia sur les génériques, c'est terrible. Voilà. Et oui, ils voulaient que je fasse ça au départ. Je dis, mais moi, c'est pas possible, parce que le New York, c'est vraiment un personnage du film, donc je ne vais pas aller tourner ça à Toronto, je ne saurais pas faire, quoi. Ouais, bien sûr. Parce que c'est presque un road movie, un peu dans les rues, ils se baladent dans leur ambulance, donc tu es tout le temps quand même. C'est là, puis ça a une texture visuelle, et puis par les habitants et tout, c'est vraiment très particulier. Mais c'est ça, parce que justement, ça permet d'aborder le truc, c'est que tu fais jouer les habitants de ton quartier et tu les mélanges avec les acteurs pros, quoi, en fait. Tu vois, donc, et je présume que, enfin, je sais pas, c'est la question que je vais te poser, c'est que comment toi, tu as l'habitude de travailler avec les acteurs non professionnels. Donc, et j'ai cru comprendre que même tu avais mis en place une méthode ou un truc comme ça par rapport à ça. Et il y a 2 personnes d'ailleurs qui t'ont il faut que je retrouve les noms, c'est 2 femmes, c'est ta directrice de casting et puis il y a un coach aussi, non? Ouais, Karine Nurins qui est coach, qui était venue aussi au Liberia et tout, travailler avec les enfants et après avec les prisonniers. Là, quand on faisait le casting, j'ai dit, il faut que tu viennes m'aider et tout, parce qu'elle était à la bourre et tout, donc elle est venue à New York passer 3 semaines. Et les faire travailler aussi, quoi. C'est ça, donc pour essayer dérouiller, on va dire. Les dérouiller, puis pour avoir une sorte de continuité, je dirais quelque part, entre les acteurs pros et les acteurs non pros, quoi, pour qu'on ne sente pas... voilà, quoi. Il y a la scène, moi, tu en parles, mais enfin, je crois que tu en as parlé dans une interview, mais que moi j'ai trouvé vraiment génial, c'est la scène dans la laverie, quoi, en fait, avec, il me semble que la nana qui joue, c'est une vraie SDF. Enfin, elle n'est pas SDF, mais ouais, c'est ça, elle est dans le quartier, enfin là, quand même, elle est dans un shelter, je crois, tout ça, mais elle n'est pas complètement à la rue. Complètement à la rue, mais bon, elle est quand même pas... Elle est très proche du personnage. Elle n'a pas une maison, quoi. Mais elle est très sympa et on se connaît depuis longtemps dans le quartier parce qu'elle est toujours là et tout. Et donc, mais tu lui as inventé cette personnalité quand tu la vois, tu la vois gueuler ou elle est vraiment comme ça? Non, elle est vraiment comme ça, elle gueule dans la rue, je mais parce qu'elle amène son propre truc, tu vois, elle amène ses propres mots, son propre... En fait, c'était assez marrant parce que au départ, c'était basé sur un type qui était en face de chez moi, pareil, qui ressemblait un peu à Hulk, super baraqué, tout ça, qui gueulait en permanence, qui se battait, tout ça et tout. Il était génial, celui-là, quoi. Il était génial. Je l'aimais bien. Un jour, les flics sont venus l'arrêter devant chez moi, juste au moment où je sortais, quoi. Et ils l'ont pris le bras par derrière, et j'ai l'impression qu'ils l'ont forcé, donc j'ai entendu un craquement et tout. Juste à ce moment-là, il a levé le regard vers moi.
en se disant c'est lui qui m'a balancé, tu vois. Putain. Parce que tu gueules trop sous ma fenêtre. Ennemi ou il m'avait dit t'es ennemi ou t'es un ami, quoi. Ouais. Plus tard, on s'était recroisés, il m'a dit mais toi t'es un ennemi ou un ami? Je dis un ami, et après on était devenus amis. D'accord. Et il était un peu le personnage qu'elle joue Glorimar dans le truc. Je me suis inspiré de lui. Parce D'accord. qu'une fois, on faisait des tours en ambulance et puis on nous dit il y a quelqu'un d'inconscient dans un McDonald's à aller récupérer, quoi. Et donc on va au McDonald's, c'était pas un mec inconscient, c'était lui qui avait dû se réveiller entre-temps et qui gueulait à poil dans le McDonald's et qui insultait les gens. Mais le mec, il était quoi? Il était paramédic. bourré ou il était sous drogue? Ouais, il y a tout le quartier, ça a été un moment très réputé pour ce qu'on appelle le K2, c'est l'herbe synthétique. Donc il mélange le K2 avec des pilules et tout. Enfin, le K2, c'était à l'époque, il y a eu des reportages, c'est vraiment à mon carrefour, là. C'est-à-dire que la drogue des zombies, un peu, ils deviennent complètement. Et aujourd'hui, c'est moins le cas ou quoi? Ça reste toujours, quoi. Ce carrefour, il reste toujours très, très comme ça, particulier, quoi. Et quand on avait été avec les ambulanciers dans le McDonald's, on s'était pris de chou avec les ambulanciers, c'était un peu engueulé et tout. Puis d'un coup, il m'a vu, donc il m'a reconnu. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là et tout? J'étais un peu mal parce que j'étais merde. Je me suis inspiré de lui. Et on a fait, après, avec le scénariste était là d'ailleurs ce soir-là. Donc du coup, il avait remis les dialogues de ce qu'il disait. Je suis la police de moi-même, machin, tout ça, c'était marrant. Puis après, on a refait Glorimar. Mais Glorimar, elle était dans son monde à elle. Alors, Karine l'avait fait répéter, puis elle avait raconté sa vie, puis on s'était servi d'éléments comme ça. Et puis, mais c'est marrant parce qu'elle savait bien sûr qu'on tournait la scène, mais elle est restée vraiment dans son univers. Quand elle a vu Sean, elle lui dit « Mais toi, tu fais partie de quel hôpital? Je te connais pas. » Sean, il a eu un petit sourire, mais je sais pas si ça l'a vraiment fait marrer. Il s'est dit « Est-ce qu'elle est sérieuse ou pas ?» Et je pense qu'elle était sérieuse, quoi, tu vois. Et après, on a fait la scène. Mais elle savait que tu l'avais un peu contextualisé le film. Dit, mais je crois qu'ils s'en foutent un peu, quoi. C'est marrant, tu vois. Ils sont dans leur trip, quoi, tu vois, bien sûr. Ouais. Et là, elle avait 4 temps à faire un peu. Elle a insulté le chinois. Je sais plus elle avait marqué sur sa main les 4 moments un peu importants qu'il fallait pas qu'elle rate. Bon, après, elle oubliait, elle savait plus qu'elle devait insulter, tout ça. Donc c'était un peu bordel. En tout cas, à l'image, ça rend. Après, tu montes parce qu'elle a ce naturel et ça aurait été dur de le faire avec un acteur, parce que tu te dis, au moins, elle a sa personnalité, elle a son... Tu vois, elle invente ses dialogues. Quand elle dit à un moment « Mother Flower », tu te dis, mais j'avais jamais entendu cette insulte, mais je trouve ça génial comme mot, tu vois. Non, mais... Est-ce que c'est pareil aussi avec celle qui était dans l'ambulance et qui insulte Ouais, Lee, elle est géniale aussi, quoi. Lee, je l'adore du quartier. Je l'aime beaucoup, et c'est pareil, je l'avais dit, mais là... Au départ, je voulais faire ça avec plein de gens, des impros, tu vois, un peu plus documentaire, et puis après garder comme ça des moments courts et tout, quoi. Et puis malheureusement, on n'a pas eu le temps, parce que 20 jours, tu n'as pas le temps de faire jours, tout ça. Tu m'étonnes. Mais elle, je l'avais pris d'un décor à un autre. Je l'avais dit, écoute, pendant une demi-heure, on t'embarque dans l'ambulance et on fait la scène, quoi. Et donc, c'est beaucoup, c'est que de l'impro, et puis après, on a monté. Mais elle c'est pareil, elle a un vocabulaire, des vannes, des trucs et tout. Moi, ça dure une demi-heure l'impro, mais c'est vraiment, elle est géniale dans la durée, quoi. Et tu dis ça, pareil, comment tu fais ça qu'un acteur ou un scénariste ne trouvera jamais ce dialogue-là. Bien sûr, bien sûr. Et là, je l'ai croisée, la semaine dernière dans la rue. Elle s'est jetée sur moi, elle m'a dit, mais mon fils a vu la bande-annonce du film et tout, je ne l'ai pas vu. Moi, tu vois, ils sont quand même aussi impressionnés qu'elle n'avait pas vu, par exemple, la bande-annonce et tout ça. Je lui ai montré. Elle me dit, ah, mais je comprends, mon fils était super fier de sa maman. C'est la première fois qu'il est fier de sa maman. Puis elle s'est mise à pleurer de joie et tout ça, tu vois. Donc là, on va aller à la Projo. Je dis, mais viens à la Projo. Elle me dit, mais j'ai pas de téléphone et tout. Donc je dis, mais viens mercredi prochain à la maison, on est ensemble et tout. Je sais pas si elle va venir, tu vois, mais ça me ferait marrer qu'elle voit le Oui, parce que film donc, ce que tu disais lundi, tu prévois une avant-première avec spécialisée qui va s'adresser en particulier aux ambulanciers de New York. Enfin, en tout cas. Ouais, parce que tout l'hôpital de Wyckoff, ils ont voulu aussi faire une avant-première pour montrer le film à tout l'hôpital et tous les gens qui travaillent dans l'urgence, les urgentistes. Et il y a eu, c'est marrant, quand ils ont posté la bande-annonce aux États-Unis, il y a eu vachement de réponses comme ça du Fire Department, de FDNY, de tous les anciens ambulanciers qui disaient « Oh, ce film, il a l'air hyper réaliste de ce qu'on vit nous et on a tous envie de le voir. » Et d'un coup, il y a une forte réponse des ambulanciers. C'était très marrant parce que tu te dis, bon, enfin, tu t'attends à ce qu'il y ait un peu de tout, mais là, c'était principalement les ambulanciers qui commentaient la bande-annonce. C'est étonnant parce qu'en règle générale,
quand tu fais un boulot pénible, tout ça et tout, t'as pas forcément envie de te revoir, de voir à l'écran ce que tu fais toute la journée, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire. Ouais, et en même temps, moi, je sais qu'ils m'ont aidé au Wyckoff, par exemple, parce qu'ils avaient envie qu'on montre leur réalité. Ils disaient rien, il n'y a aucun film qui fait sur notre métier. On est d'accord. Alors, il y a eu le film, bien sûr, de Scorsese, mais c'est le seul, quasi. Enfin, il y en a quelques-uns. Ouais, mais je disais. Peut-être des séries télé, peut-être. Oui, séries télé, mais séries télé, ils n'aiment pas ça parce qu'ils disent, par exemple, c'est n'importe quoi. Enfin, tu vois, ça ne correspond pas à notre réalité. Tout se passe bien, ils sont tous beaux, ils ont tous des histoires ensemble. Ils disent, c'est un autre revers. Je les ai pas vus après, moi, toutes les séries, tu vois, donc je peux pas dire et tout, mais pour eux, c'est pas. Il y avait des trucs intéressants. Ils disaient, tu verras, si tu viens avec nous, il faut porter les sacs, c'est lourd, il faut monter les escaliers, il faut repartir avec des gens. Ils disent ça dans les films, on le voit jamais. Ouais, enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est toujours. Et ça, on le voit justement dans ton film. Ouais. Et j'avais envie de cette réalité-là aussi, parce que tu te dis, putain, c'est physique leur métier, quoi, tous les jours. C'est non seulement mentalement, c'est difficile, mais c'est aussi physique, quoi. Ouais. Et du coup, on avait envie, c'est pour ça qu'ils se sont vachement impliqués, qui m'ont permis de voir et tout, pour faire un film qui décrit vraiment leur réalité, quoi. Et là, le film sort chez nous, je sais pas quand, dans 2 semaines, le 4 avril, je crois. Le 3 avril. 3 avril. Mais aux États-Unis, je croyais qu'il était déjà. Il n'est pas sorti encore déjà. Ouais, sur le 29 mars. Ah ouais, c'est la même semaine, mais aux États-Unis, ça sort le vendredi, Oui, ici, oui, ça sort le bien mercredi, sûr, donc bien avec sûr. le décalage. Ah ouais, donc. Et c'est qui le distribue là-bas juste C'est Roadside Attraction et Ouais. Vertical. D'accord. 2 boîtes. Ouais. Et ça va être une sortie dans quelques villes ou ça va être Pour l'instant, c'est nationwide? il parle de 250 salles aux États-Unis. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal, franchement. C'est pas mal. Après, j'ai du mal à me rendre compte comment c'est réparti, comment ça va être, Ouais, si ouais, c'est ça bien sûr, jusqu'au fou et tout. Mais c'est Alors, l'idée, quoi. Justement, pour rester sur le truc du FDNY, donc si j'ai bien compris, Fire Department of New York, il y a un moment, pas forcément dans le film, mais j'aurais voulu que tu nous en parles un petit peu plus de quelle est la différence entre le Fire Department of New York et les BLS, tu sais, qui sont les Basic Life Support. Ouais. En fait, FDNY, c'est plutôt. C'est assez intéressant d'ailleurs, parce qu'à l'époque où Shannon Burke, dans les années 90, a écrit le roman, c'était l'année de la fusion des ambulanciers avec le Fire Department. D'accord. Parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, le Fire Department, qui sont les pompiers de New York, avaient beaucoup moins de travail. À une époque, ils avaient plein de travail parce que ça cramait partout, tu vois, les immeubles et tout ça, quoi. Et puis quand même, aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'immeubles qui prennent en feu aujourd'hui qu'il y a 40 ans, quoi. Puis c'est pas les mêmes prérogatives. Les pompiers en France et les pompiers aux États-Unis, les pompiers en France, ils sont aussi urgentistes quelque part. Ils font aussi du travail de premier secours, je dirais quelque part. Ouais, c'est un peu l'équivalent des BLS, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a plusieurs corps de personnes qui peuvent arriver. Il y a les pompiers, pareil. Ouais. Quand c'est plutôt accident de la route ou justement un incendie, des choses comme ça, ils envoient le camion de pompiers. D'accord. Et sinon, ils ont un service qui s'appelle les BLS, qui serait un peu l'équivalent du SAMU, je crois. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont une formation de secouriste, D'accord. mais qui ne peuvent pas faire d'intraveineuse, de massage cardiaque, de tout un truc un peu plus poussé. Bah, il faut avoir fait des études un peu de médecine, quoi, pour faire Exactement. Et alors que justement, ce qu'on appelle les paramédics, qui sont l'autre version, c'est les mêmes, ils ont chacun des ambulances, mais ils sont envoyés en fonction des appels. Ouais. Sur l'urgence de la chose. L'urgence, ils envoient les paramédics qui sont des médecins, on va dire un peu, qui ont une formation, qui peuvent soigner sur place, qui sont les personnages du film, et qui n'aiment pas être comparés aux BLS parce que c'est vraiment les mecs qui arrivent premier secours pour mettre un pansement, quoi. Donc ils aiment bien être différenciés. Et j'ai rencontré par exemple un ambulancier en France, c'était assez intéressant, ils sont 65 000 ambulanciers, donc c'est pareil, il y a le SAMU, le SMUR et les ambulanciers qui sont privés. Et il me disait la grosse différence, alors je ne suis plus exactement sûr, mais je crois que c'est ça, des pourcentages de réussite. Il dit des réussites, par exemple, de gens qui ont un arrêt cardiaque, c'est 3% en France, là où c'est 17% aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, on est toujours dans l'ambulance, on est toujours en rotation. Enfin, tu vois, les ambulances, on faisait, par exemple, quand je faisais une ambulance, on faisait 7h du soir, 7h du matin, et tu t'arrêtes jamais. Ils n'ont pas le droit de s'arrêter, donc ils sont toujours en train de sillonner la ville. Donc quand il y a un appel, on y va vite. C'est-à-dire qu'il y a toujours une ambulance qui est proche. Ils sortent pas de l'hôpital, ils sont déjà dans la ville. Ouais. Alors qu'en France, l'ambulance doit partir de l'hôpital. Il n'y a pas le même système. Donc si tu appelles une urgence, elle doit partir de l'hôpital et du coup, ça met beaucoup plus de temps. Tu as le temps de mourir d'une crise cardiaque, quoi. C'est marrant, c'est des systèmes différents que je ne connaissais pas, tu vois. Donc cet aspect-là, je trouve que intéressant. Et pour le spectateur français, mais même pour le spectateur américain, je présume. Donc, parce que je crois même pas qu'eux soient hyper
au fait de ce que tu montres en fait dans le truc. Non, et puis c'était intéressant. Et c'est marrant, l'ambulancier en France, il me dit, parce que lui, il avait fait aussi, Bastien, il avait fait aussi des séjours aux États-Unis, donc il pouvait comparer. Ah oui. Il me dit, il y a par contre une chose, nous on se retrouve vachement quand même dans le film, il me dit, il y a une chose qu'on ne voit pas, c'est à quel point ils sont reconnaissants aux ambulanciers. Et quand je dis ils sont reconnaissants, c'est les gens des cafés, des délis où on prend les sandwichs et tout ça, pas les patients. Et c'est vrai qu'on t'offre un café. Moi, on me disait merci monsieur pour votre service et tout. Alors, j'oubliais que j'avais l'uniforme, je me dis pourquoi il me remercie comme ça. Et après, c'est vrai qu'il y a comme les militaires de service aux États-Unis, ils ont toujours, tu vois, bravo, merci pour votre service, merci. Par contre, dans l'ambulance, jamais. C'est-à-dire que, et c'est ce qui les blesse, je pense, parfois. C'est-à-dire que les gens tu sont le dis à un moment dans agressifs. le film. Hein. Je crois que Sean Penn le dit, ou quelqu'un le dit dans le film. Hein, que justement... Michael Pitt aussi. Mais ce qui est, alors, moi, ça m'a surpris au début, parce que je me dis, c'est des ambulanciers, ils viennent les sauver, donc ils vont être remerciés et tout. Parce qu'on a un peu cette image-là toute faite. Et en fait, jamais, parce que ça coûte très cher. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais te faire dire, justement, te faire aborder. C'est que là-bas, le système n'est pas comme en France. Car qu'à la limite, nous, qu'on est pris en charge, malgré tout, ça ne coûte pas le même blé que ça peut coûter à l'américain là-bas, quoi. Non, nous, on va se dire, on a envie d'être sauvé, on part dans l'ambulance, on se pose pas la question. Là-bas, ils se disent, si je pars dans l'ambulance, je vais devoir payer. Moi, tu sais, je me suis bagarré à un moment, on a tapé dessus et tout, j'ai dû appeler l'ambulance une seule fois dans ma vie, dans le bar, là. Mais ça m'a coûté 4000 juste pour aller faire 500 mètres, aller à l'hôpital et me mettre des points de suture, quoi. Putain. Donc t'imagines, c'est un cas un peu plus important. Mais même les accouchements, je crois que ça coûte 20 000 quand tu accouches d'un bébé, trucs comme ça. Enfin, nous, ça nous paraît bizarre parce qu'il faut les sortir quand même d'un coup. Tu vas avoir un enfant, il faut payer 25 000 la facture. T'imagines. Et la série Urgence montrait déjà à l'époque. Je connais pas. Après, je te dis ça par rapport à la série. Par exemple, Urgence, je l'ai jamais vu et tout, quoi. Mais... C'est vrai que il y a eu des épisodes où les gens ne pouvaient pas aller à certains hôpitaux parce qu'ils n'avaient pas telle mutuelle. Mais ouais, ça n'a pas de mutuelle. Mutuelle, c'est minimum 500 $ par mois, quoi. Donc déjà, il faut la payer. Moi, tu vois, aux États-Unis, je me suis jamais payé une mutuelle, quoi. Ah oui, moi non plus quand j'ai été. Donc je me dis, si j'ai un accident. Ah bah ouais. Et là, par contre, je l'ai parce que c'est ça qui est aussi qui n'a pas de sens. Tu vois, il y a un syndicat des réalisateurs. En tant que réalisateur, tu peux faire partie du DGA, qui est le Director Guild of America. Et le film, on en a d'ailleurs souffert, c'est-à-dire que c'est que des gens qui ne doivent pas faire partie d'un syndicat quand ils tournent aux États-Unis. Mais ils font partie d'un syndicat avant tout pour pouvoir avoir l'assurance maladie. Ça n'a pas de sens, parce que si le gouvernement faisait son boulot, ils auraient une assurance maladie. Et peut-être que beaucoup de techniciens du cinéma ne seraient pas syndiqués. Mais là, c'est le seul moyen d'avoir une couverture. Oui, bien sûr. Et qui influe aussi sur le cinéma, parce que du coup, tes films se font différemment, parce que tout est syndiqué, donc tout est sur des règles. Et donc alors justement, ça c'est un truc, je veux dire, le fait de tourner comme ça en 23 jours, limite à l'arrache, je dirais quelque part comme tu as fait, comment tu t'es affranchi justement de ce système un peu lourd du guild, enfin du truc américain, quoi, tu vois, je veux dire, où il me semble que quand tu es obligé de filmer dans un quartier, ils sont obligés de tout fermer le quartier. Ouais, c'est ça, c'est que des trucs de sécurité, ça va à l'opposé de mon cinéma. Voilà, comment tu as fait, je veux dire, pour passer outre? J'ai dû me battre parce que, et je me suis dit, bon, le premier principe, je m'étais dit, si je leur dis que je tourne tout en plan séquence, ce que je fais, et à 360 degrés, ça m'évitera d'avoir tout leur barnum. Ouais. Déjà, parce que comme ça, tu veux pas qu'à un moment ou à un autre apparaissent dans le champ. Donc c'était l'excuse. Je comprends. Je dis, je veux pas de trailer, je veux pas de camion, je veux pas de vidéo. Et eux, c'était le Video Village. Alors ils s'installent et du coup, ils t'amènent la lourdeur du film. Et après, tu as deux acteurs face à 150, quoi. Ouais. C'est ce que vraiment je voulais pas. Tu m'étonnes. Donc j'ai 360 à l'épaule dans tous les sens et tout, donc installez pas vos camions, ils peuvent être là et tu es obligé de les avoir parce que c'est le syndicat, mais qu'ils aillent se garer plus loin, quoi. Mais ils pouvaient pas mettre un vidéo village dans un café ou... Si vous voulez, après ils se débrouillent, tu vois. Moi pas. Après ils n'avaient pas les moyens, on n'avait qu'un retour vidéo, quoi. Enfin, on a l'impression qu'on a parfois fait un court-métrage. Tu te dis, tiens, il y a un film américain, un peu plus d'argent, mais non. Et après, c'était en permanence d'essayer de contourner. Même les acteurs non professionnels, normalement, doivent tous faire partie d'un syndicat. Donc, il faut demander des dérogations. Même les non professionnels? Ah ouais, ils n'ont pas le droit normalement. Ah ouais. Parce qu'il faut qu'ils soient partie du syndicat des acteurs. C'est comme ça qu'ils protègent aussi un peu. C'est bien aussi pour les acteurs. Bien sûr. Mais moi, c'est pas contre les acteurs, c'est que ça ne correspondait pas à mon cinéma. Tu vois, donc j'étais malheureux par rapport à tout ça, quoi. Il a qualité, mais même Sean, je me dis, Sean, il joue le jeu aussi, et je pense qu'il a cette... je me souviens qu'il m'avait parlé de Into the Wild, le film qu'il a tourné,
avec Éric Gauthier, comme un chef français. Il me Ouais. dit, là où je me suis vraiment éclaté, c'est quand on est parti dans les montagnes, très peu à filmer avec l'acteur, parce qu'il y avait une vraie liberté. Je dis, c'est vraiment comme ça que j'ai envie de faire le film aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Et je lui ai dit, puis je pense que, je voudrais être sûr avec toi, mais j'aimerais bien que tu n'aies pas de trailer. Tu n'aies pas ta caravane et tout, quoi. Je dis, écoute, à partir du moment où je peux aller chier et personne ne frappe à la porte et tout, pendant que je chie, c'est ok, tu vois. Mais il a quand même eu son trailer il est parce qu'ils génial. ne veulent pas prendre le risque qu'il n'ait pas son trailer, tu vois, c'est Ouais, complètement ouais. dingue, quoi. Et il a eu comme son trailer alors. Ouais, parce que la production n'a pas voulu prendre le risque, donc ils vont payer un trailer une fortune, parce la que ça vache. fait partie, après les agents vont se battre pour qu'il ait son trailer. Lui, il est prêt à jouer le jeu, mais c'est un système dans lequel c'est difficile de contourner, parce que je c'est... comprends. Ça. Et du coup, le budget du film, il a dû se gonfler alors que tu aurais pu éventuellement garder cet argent pour avoir peut-être plus de jours de tournage, par exemple. Ouais, mais t'as la moitié qui part dans toutes ces conneries, quoi. C'est ça. Il Incroyable. y avait aussi ce qu'on appelle les Oni Wagon, le camion de miel. Je vois ça dans le devis, je me dis ça coûte une fortune, on Mais peut ça pas sert à quoi supprimer ça sert à quoi? C'était mon premier réflexe. Ouais. On me dit c'est pour que l'équipe aille aux toilettes. C'est les chiottes de l'équipe, donc c'est Oni, des chiottes. ça s'appelait le Oni Wagon, n'importe pour quoi. Ah, faire j'adore. quelque chose de plus romantique, Ouais, tu vois. c'est pas Caca Wagon, c'est ligne de mire. c'est la ligne de En fait, c'est le camion à merde de l'équipe, quoi. c'est Mais le camion à merde. qui te prend tout l'espace dans la rue, qui peut pas tourner dans la rue où tu tournes, qui bloque le trafic. Dès le matin, tu as ce camion qui arrive, qui fait perdre 2 heures Ah la pour que les gens aillent faire pipi à tour de rôle. Alors que tu peux le faire dans un café, dans n'importe où, ce qu'on fait en France. On s'adapte, tu vois, on trouve toujours des endroits. Il y a toujours des endroits. Bien On n'est sûr. pas obligé d'avoir un camion qui fait 50 mètres de long. Tu m'étonnes. Avec 3 chiottes à l'intérieur. tu vois, mais c'est tous ces trucs-là qui font que et ça, c'est pas de l'argent qui sera à l'écran. Non. C'est-à-dire que c'est que des trucs, et c'est ça qui coûte très cher aux États-Unis, c'est que tout ça, parce que le Oni Wagon, il faut le conduire. Et après, c'est le syndicat des conducteurs de tous ces camions qui coûtent une fortune. Oh la vache. Parce ils sont dans leur camion le matin, le soir, et c'est ce qui coûte le plus cher sur les équipes, quoi. Plus qu'un chef-op, plus que tout ça, donc t'imagines. Imagine, quoi. Putain, c'est fou, hein, la lourdeur du truc que ça peut engendrer, quoi. Bon, bah écoute, ça donne quand même une bonne idée du truc. Il y avait un autre truc qu'on a abordé, enfin qui a été abordé lors de l'avant-première et qui me tient un petit peu à cœur, c'est de la bande originale et du son, justement. On a un petit peu esquissé tout à l'heure. C'est... bon, tu as aussi esquissé la façon dont tu as filmé, c'est-à-dire que tu as contourné le problème en faisant du plan séquence. Mais à l'arrivée, ça se voit pas, ça se ressent que tu as fait du plan séquence, mais comme tu cuts vachement, Ouais, c'est un mélange. c'est un mélange. C'est plus pour moi une façon de tourner. J'ai du mal à le faire différemment. Ouais. Par exemple, une fois, Sean, il m'a coincé en voulant couper une scène en deux. Enfin, il m'a coincé. Il a voulu couper une scène en deux parce qu'il fallait qu'il sorte de l'ambulance, porte ses sacs. La scène avec les Russes de violence domestique et tout ça, que sa femme battue. Parce que, on est dans la rue, il faut monter des escaliers, ils ont leur sac, ils rentrent. Ils traitent le patient, il faut qu'il redescende, il se bat et il faut qu'il redescende, il se bat. Donc il n'avait pas envie de se battre dans chaque plan séquence. Il redoutait un peu de devoir faire la bagarre 50 fois, quoi. Ouais. Donc il me dit on coupe la scène en deux. Et là, ça m'a complètement déstabilisé, quoi, parce Ouais. que d'un coup, je me dis j'ai plus la dynamique de la scène. J'ai eu du mal à raccorder, même au montage, j'ai eu du mal à raccorder le moment où la bagarre part et tout ça et tout. Donc c'est pas du tout dans ma... Moi, j'ai besoin de voir la scène du début à la fin. J'ai besoin d'y croire en tant que spectateur, de me dire tiens, on est dans le réel, et après on la filme. Ça devient facile de la tourner presque et de découper quand tu as ta scène qui est déjà là, quoi. D'accord. Que tu as recréé le réel un peu, tu sais recréer le réel. Et après, même pour les acteurs, parce que d'un coup ils sont sans filet, c'était du début à la fin. Et tu as la fatigue d'avoir monté les sacs, tu as tout ça que sinon tu ne retrouves pas. Ouais. Si Et c'est tu bien fais parce que plan par plan. ce système de plan séquence que tu recutes après derrière, mais on voit quand même la tension qui monte, ou tu vois, il y a une vraie progression en fait. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu parce parlais que de la j'espère que fatigue, tu- des trucs comme ça. Ça, tu le ressens, et je pense qu'en utilisant ton procédé de plan séquence. finalement, Ouais, comme ça. et je me dis que c'est toujours... Enfin, ce que je trouve dur dans les scènes en général, c'est de garder le rythme de la scène. Ouais. Alors il y a des réalisateurs qui disaient, je sais plus, c'était Lubitsch et tout, il faut faire tout 2 fois plus vite. Et ils avaient raison parce qu'en fait, on a tendance à tout ralentir. Les acteurs ont tendance à tout ralentir. Alors que si tu parles 2 fois plus vite, d'un coup après, quand tu montes, le rythme du cinéma est différent du rythme de la vie. D'accord, ok. Moi, j'essaie de me dire, j'essaie de capter le rythme du réel. Donc, qu'est-ce que ça serait dans la réalité, qui n'est pas forcément le rythme du cinéma. Et par exemple, une prière avant l'aube, c'était que des plans séquences. J'avais été plus radical. Je me dis, je fais tout le film en plan séquence. Chaque scène, c'est un plan séquence et je colle après. Comme ça, j'aurais pas un an de montage, quoi, tu vois.
Et en fait, j'ai collé tous mes plans séquences et j'ai eu un ours de 6 heures, qui était le temps de la réalité de l'histoire. Ouais. Et alors, c'est marrant quand tu le regardes, c'est un autre film. Moi, j'aimais bien, j'avais fait la projo au monteur, tout le monde qui regardait les 6 heures dessus. J'aimais bien ce que tu es dans. Par contre, tu es dans un temps différent. Ah oui. Et tu peux pas te permettre forcément ça au cinéma. Donc après, on a découpé dans ces plans séquences en faisant des jump cuts et en rentrant dans une autre narration. Tu as un peu l'impression du plan séquence au final, parce que du coup, c'est du jump cut. Là, j'ai fait le même principe, mais en faisant d'autres axes pour pouvoir monter, découper et tout ça. Mais là, j'avais 4h30 ou un truc comme ça, je crois, le premier bout à bout. Ok. Et tu tournais une caméra à l'épaule, on est d'accord? Une seule caméra. Une seule caméra. Hein. Ouais, épaule ou stabilizer, le système de... Ouais. Ouais, David, il est marrant pour ça. À chaque fois, Ungaro que j'ai eu sur une prière aussi. Quoi. Ouais. Lui, à chaque fois, il est partisan. Il me dit, mais il n'y a qu'un regard, il n'y a qu'un point de vue de la scène, donc on ne va pas se faire 2 caméras. Parce qu'à un moment, je me dis, on va gagner du temps, même sur une prière, sur les combats, tu vois, tu te dis, tu vas avoir 2 caméras, on va gagner du temps, ça va être plus facile. Pour les acteurs, lui, il est partisan de faire tout à chaque fois une caméra. Je dis, ouais, c'est super, t'as raison, allons-y. Quoi. Ouais, c'est couillu quand même. Hein, parce que... Ouais, oui, surtout en tant que chef, parce que tu dis, il ne faut pas louper. C'est-à-dire qu'on part à chaque fois dans les plans séquences. Ouais, c'est couillu. Là, quand on a tourné, il est très couillu, David. Quand on a tourné le premier jour de tournage, Sean me demande de faire la scène de Chinatown, quand ils discutent, une scène de fin entre eux, importante, de dialogue, où ils sont dans un resto chinois, c'était dans un mall, donc en fait, il faut descendre l'escalator du mall, arriver dans la rue en plein Chinatown, et tout le dialogue se passe dans une rue avec des gens qui passent dans tous les sens. Moi, je voulais la faire à l'inverse au départ. Ils arrivaient dans le resto, ils montent. Donc, j'avais choisi ce décor-là parce que je trouvais que c'était intéressant une fois qu'on avait un peu dans la rue. Mais après, on était dans le mall, ils montaient, ils allaient s'asseoir, ils repartaient. J'avais toute une chorégraphie que j'avais installée. Puis, Sean a voulu faire à l'inverse. Je ne sais plus pour quelle raison. Je lui ai dit, bon, je ne vais pas me le mettre à dos le premier jour de tournage. Vaut mieux pas, allons-y. Tu vois, c'est un peu pareil. Mais du coup, on s'est retrouvés à faire toute la scène dans Chinatown avec des gens dans tous les sens. Le métro qui passe au-dessus, hyper bruyant. C'était un plan séquence aussi, à partir du moment où c'était le même principe. Et je me souviens de Sean qui dit, on n'a pas besoin de répéter. Donc on n'avait pas vu le mouvement avec les acteurs du resto, à descendre dans la rue, à marcher dans la rue. Et donc je regarde David et je dis, t'es prêt à le faire sans répéter? Oui, allons-y, on verra bien. Ah, c'est bon ça. Je me retrouve dans un resto avec des miroirs partout, avec un descendre des escaliers à l'envers. Enfin, tu vois, c'est quand même courageux parce que techniquement, c'est super dur. Et il s'est pas loupé, quoi. Non, on a fait 9 prises, tu vois, mais de 10 minutes à chaque fois. Il faut le garder, lui. Hein. Physiquement, ouais, il est précieux. Faut le garder, lui, hein, grave. Et pas de lumière, tu vois. Ah putain, la vache, quand même. Et au niveau du sound design, tout ça et tout, donc j'ai cru comprendre que, ce que tu as dit tout à l'heure, que tu as carrément les gars, enfin même le mec qui a fait la BO, ils sont montés dans l'ambulance aussi, non? C'est ça ou pas? Non, je crois que c'est le sound designer qui est le sound designer, Ken. Ouais. Comment il s'appelle déjà? Ken Yasumoto. Ouais, c'est ça, Ken Yasumoto. Voilà. Ken était venu à New York parce qu'après on a fait aussi on a dû faire il voulait faire des sons. On a utilisé beaucoup de sons que Nicolas Baker avait fait par rapport à un autre film dans New York. C'est des passionnés du son. Donc Nico, quand il vient à New York, il était venu à la maison, il était resté chez moi et tout à l'époque. Je me souviens plus sur quel film. Ouais. Il avait été faire des sons dans la rue. C'est des passionnés qui tournent sans arrêt, comme toi, non? C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est passionnant. Et je me souviens on s'était baladé avec Nicolas à côté de chez moi. Il m'a dit, tiens, regarde, on va faire une expérience. Il m'avait mis le casque sur les oreilles. Lui, il avait son enregistreur avec sa perche. Et d'un coup, on était passé on avait marché sous le métro aérien à côté de chez moi. C'était hallucinant, entre les bagnoles, les sirènes, le métro qui passe, les gens qui parlent. C'est-à-dire que quand tu mets le casque, d'un coup, tu entends plein de choses. Ouais, que tu n'entends pas forcément avec tes oreilles, bien sûr. Et d'un coup, je me dis, waouh! Et quand tu commences à le faire, c'est une expérience. J'avais commencé aussi à faire des sons. C'est incroyable parce que tu te balades avec ton micro, je ne sais pas si tu le fais, mais c'est une expérience géniale parce que d'un coup, tu entends plein de trucs, tu te rapproches, tout ça, tu viens enregistrer des voix de gens, des trucs et tout. Il nous a donné déjà ça pour monter au départ, donc on avait une base. Et après, Ken est venu faire des sons dans l'ambulance, des portes qui se ferment, des portes qui s'ouvrent, tous ces sons d'être très réels, et de la ville et tout ça. Et donc là, il a fait son tour en ambulance pour enregistrer le son aussi. D'accord. Et il y a une immersion, je trouve, grâce au son. Tu vois, autant là, par exemple, j'ai vu 2-3 films, là, je trouve que la musique, elle était omniprésente, c'est même plus un tapis sonore, ça devient, je trouve que ça nuit même à la compréhension, voire même au bon déroulement du film. Autant là, je trouve que c'est, au-delà d'être très nécessaire, je trouve que cette immersion, elle est
je sais pas comment dire exactement, elle est oppressive, quoi, tu vois, elle est oppressante, quoi, tu vois. Et je trouve que ça participe éventuellement au ressenti que peuvent avoir les personnages que tu filmes, sur les quoi. émotions. Ouais. C'est ce qu'on a essayé avec Nicolas. Nicolas faisait des sons, des musiques, des trucs qui correspondaient aux émotions des personnages, principalement de taille et tout. Après, la balance, elle est difficile. Parfois, je me dis, tiens, ça serait bien d'enlever complètement toutes les musiques et de voir ce que ça donne que avec les sons du réel. Et puis, dès que tu commences à mettre des sons, de la musique, des notes, tu dis, c'est quand même pas mal. Et puis, ça met en note. C'est compliqué, la balance. Tu vois. Ouais, je comprends. Parce que j'aime partir des sons du réel et du chaos des sons du réel et des vrais sons du réel pour composer une espèce de musique sonore comme ça. Ah, mais ça marque. Tu prends c'est quoi, c'est l'or du Rhin, c'est ça? Ouais. Moi, je trouve que moi, ça m'a marqué tout de suite. Moi, au début, quand j'ai entendu ça, tu penses tout de suite à Malik. Forcément, tu as pour ceux qui ont, on va dire, une culture musicale très pauvre comme la mienne, je veux dire, tu penses d'abord au film que tu as vu et qui utilise le même. Ouais, que moi, j'ai pas fait. Après, pour moi, c'est pas une référence parce que j'ai jamais fait le lien. Ouais. La seule erreur, c'est d'avoir pris le monteur de Malik. Donc en fait, il avait la musique dans son ordi. Ah ouais, mais franchement, il l'a remis au début en disant. C'est super, franchement. Et je dis, c'est super marche. Avec cette musique. On a essayé de la virer, on n'a jamais réussi. Mais... ça marche. Et après, on a montré le film à Malik. Je me dis, putain, merde, il va dire, attendez, il va tiquer, la même musique. Il n'a pas relevé sur la musique. Ah ouais? Non. Enfin, il a rien dit. Il a parlé avec Taille pendant 2 heures du film. Je crois qu'il a vachement. Intéressé. Non, mais je trouve que c'est pas gadget. C'est-à-dire que quand tu l'utilises à ce moment-là, à la fin et puis à d'autres moments dans le film, enfin au début aussi, tu dis ouais, franchement, il y a une sorte de, je sais pas, il y a une élévation quoi qui se fait quoi. Tu vois, je veux dire, comme si aussi tu voulais à la fin, tu voulais prendre peut-être un peu de hauteur avec tout ce qui a été dit quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc c'est pas gadget quoi en fait. Voilà. Et forcément. Moi qui ai vu des films, tu penses à ça. Je connais moins la musique, donc j'ai pas la référence vraiment musicale. Mais donc du coup, ben voilà quoi. Et je trouve que ça le fait. En tout cas, et plus l'immersion que tu utilises, ça et tout, ça donne une balance assez incroyable quoi en fait. Tu vois, je veux dire, la musique classique, il y a un truc quand même vachement. Tu vois. Enfin, tu dis, quand on a voulu changer, c'est quand même inégalable. Il y a une espèce d'émotion. Alors, je sais pas, c'est parce que c'est des musiques aussi qu'on a déjà entendues, donc le corps il est chargé de ça, mais en même temps, c'est ouais. Franchement, ouais, ça. C'est Wagner qui veut, quoi. Mais ça marche. Ça marche bien. Parce que justement, tu peux pas mettre Wagner sur n'importe quoi non plus, quoi. Tu vois, je veux dire. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, tu vois, ça tient la route, quoi. Voilà. Donc, bon, bref. Merci, Richard. Je voulais juste aborder une petite chose, parce qu'on a parlé un peu de tout ce qu'il y a autour du film, des trucs comme ça. Mais je voulais parler sur un truc qui me semble. Très facile à remarquer, c'est les thématiques que tu utilises toujours de film en film. Alors, je crois qu'on a déjà abordé avec toi plusieurs fois le fait que tu adores filmer la violence, la mort, les trucs comme ça et tout. J'adore pas, mais ça me paraît important. Non, que j'adore, je veux dire, en tout cas, tu le montres de telle façon pour le dénoncer. dans tes yeux. Pour le dénoncer, tu vois, je veux dire, en effet, ça se dénonce, mais la façon dont tu le mets en scène, et justement, ça va me permettre d'aborder aussi, après derrière, ceux qui peut-être ne comprennent pas cette façon de faire un truc, qui critique justement d'une manière négative cette façon de faire, on en parlera après, mais tu te mets à poil, quoi, je veux dire, à chaque fois dans les films où tu n'as pas peur de montrer cette violence et tout, et d'une manière donc proche du documentaire, je dirais, quelque part. Tu vois. Ouais, j'espère réaliste. En fait, c'est marrant, j'ai réalisé ça il n'y a pas très longtemps, tu vois, où j'ai l'impression, suivant certaines critiques, on me dit, il veut pousser, il veut provoquer de ça. Et en fait, c'est jamais mon intention, donc moi, j'ai pas réalisé ça, mais je pense que comme le film, il pousse un peu sur des trucs, alors les gens ont l'impression que je prends plaisir à pousser dans cette violence. Pour moi, c'est pas du tout, c'est le réel est vachement plus violent que ça, et plus poussif que ça. Mais pour certains... Après, on a chacun notre rapport à la violence, donc c'est vachement difficile, et chacun notre rapport au film. Il y a des films que tu vas aimer, et que moi je vais détester, que machin de ça. Donc c'est subjectif. Mais tu provoques. Oui, provoque sans vouloir provoquer. Enfin, j'ai jamais dans ma démarche, tu vois. Oui, mais enfin, je veux dire, je vais provoquer, je vais montrer un truc terrible et tout ça. Tu fais pas un film avec lui de finesse pour faire rigoler, c'est ça que je suis en train de te dire. Non, mais parce qu'il y en a d'autres qui le font très bien, tu vois. Oui, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire par là que ton cinéma forcément va faire réagir. Voilà. Oui. Voilà. Mais en même temps, c'est bien. Je présume que c'est ce que tu recherches aussi. Bien sûr. Donc, voilà. Donc, il y en a qui ne le comprennent pas. Il y en a qui n'ont pas envie de le comprendre. Il y en a qui le comprennent. Il y en a qui l'embrassent. Tu vois, je veux dire. Donc, voilà. Donc, je revoyais un truc de Godard. Tu en oublies. Il me fait marrer, Godard, parce qu'il y a récemment un interview de lui. Il dit le cinématographe, il dit toujours, mais. Donc, on a tendance à oublier la fin du mot. Et en faire plus qu'un divertissement. Il disait à l'époque quand même, le cinématographe était fait pour penser.
Et on perd ça aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne devient plus qu'un divertissement pour une question de business. Bon, c'est là où je me dis, oui, la comédie, c'est très bien, tu vois. Et puis quand tu vois comment Chaplin fait de la comédie, et bien sûr, tu vois, sur des sujets, grave. sur Hitler, comment il fait sa comédie, c'est génial. Mais Chaplin, il y en a combien, tu vois. Bien sûr. C'est difficile. Ouais. Après, une comédie pour une comédie, juste pour passer de bonnes heures, il en faut. On a besoin de ça. Moi, c'est vrai que ça, je me sens incapable de le faire. Par contre, d'essayer de capturer quelque chose. J'aime bien que le cinéma ou les films soit des documents, quelque part, qu'on se dise, ah bah tiens, ça va rester comme un document. Donc pas un documentaire qui capte le réel, j'adore les documentaires, mais c'est pareil, j'ai plus de mal, ça reste des documents. On parlait de Scorsese tout à l'heure, même, tu vois, le Taxi Driver et tout, je trouve que c'est un vrai document de New York de cette époque-là, de la 42e rue, qui n'existe plus du tout, parce que la façon dont c'est filmé. À tombeau ouvert, beaucoup moins. On en parlait avec Flavien en sortant du film, ton film À tombeau ouvert. Moi, la première chose que j'ai dit à Flavien, je dis, bah putain, À tombeau ouvert, il a pris un coup de vieux. Hein. Je l'ai pas revu, tu l'as revu? Je l'ai revu il y a 3-4 ans, quoi. Tu vois, quand le film était, je crois qu'il était ressorti en Blu-ray. Et ça fait pas partie des films les plus connus, en tout cas de Scorsese, ou en tout cas les plus encensés. À Cannes, c'est devenu son chef-d'œuvre pour tous les journalistes. En parlant de ton film, comment un Français peut se permettre ça. Je l'ai croisé, Scorsese, je lui ai dit, écoute, voilà. Ouais. J'ai un problème parce que tous les journalistes maintenant comparent mon film. C'est bien que tu aies pu parler de ça, avec lui, c'est génial. Il me dit, oh, mais À tombeau ouvert, c'est pas mon meilleur film et on n'a pas fait d'argent avec ça et tout. Bah, c'est pas parce que t'as pas fait. Mais moi, j'aime beaucoup. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé À tombeau ouvert. Quand je l'avais découvert à l'époque, moi, j'avais pris ça comme un véritable ovni. Nicolas Cage dedans. C'est super, ouais, mais à l'époque, tout le monde trouvait ça nul. Aujourd'hui, tout le monde trouve ça super. Comme par hasard. Ouais. Mais moi, justement, en le revoyant il y a quelques années, j'ai trouvé qu'il y avait des postures, de mise en scène, des trucs qui font que ça collait pas avec ce que moi j'avais comme souvenir à l'époque, où j'avais trouvé comme étant, j'avais pris une grosse claque en fait, tu vois. Et en voyant ton film, justement, qui est quand même, malgré tout, tu captes le réel. Là, tu te rends compte que le film de Scorsese, c'est vraiment un film de fiction. Ouais, c'est plus hollywoodien pour moi. Voilà, c'est ce que, voilà, tu vois, quand tu te souviens de la fin, quand t'as le mec qui est empalé là sur les grilles avec les mecs ils font ça, tu sais, à la scie sauteuse et que tu vois toutes les flammes qui ressortent derrière, filmées avec la lumière qui vient de face comme ça et tout, c'est hyper hollywoodien, quoi, comme tu viens de le dire, quoi, tu vois, je veux dire. Et puis Nicolas Cage, c'est plus un acteur d'Hollywood, enfin, d'un coup, il est, par rapport à, on va dire, Taxi Driver, c'est ça, voilà. Réaliste. Donc, du coup, le film, en voyant ce que tu fais là, si on veut absolument comparer, ce qui pour moi n'est pas comparable, voilà, moi pour moi il a pris un coup de vieux, tu vois, et ton film montre le New York certainement d'aujourd'hui, d'autant que si j'ai bien compris, le film donc adapte, parce que je l'ai pas lu le bouquin, mais le bouquin se passe pour un vétéran de la guerre du Vietnam, donc on est plutôt dans les 90, alors que là tu l'as adapté justement pour, on va dire, avec le post-trauma du 11 septembre, quoi, si j'ai bien compris. Parce qu'il fallait adapter le trauma quelque part, et en fait c'est beaucoup plus les urgentistes. Mais c'est pour vrai, c'est pas plaqué ce que tu dis, parce qu'apparemment, c'est un truc que tu as utilisé, parce que les urgentistes le disent aujourd'hui, apparemment, que ce trauma, il est très présent. Tu sens, enfin, moi je l'ai senti en reposant la question, au sens, ces gens qui ont beaucoup d'humour, ils plaisantent sur tout, tu vois, tous les cas qu'ils peuvent avoir de décapitation, de machin, ils disent tout ça en riant. Il faut prendre du recul par rapport à ça. Moi, par contre, le 11 septembre, pas du tout, quoi. Ah ouais. Là, tu sens une émotion dans leur voix, tu sens que c'est plus tous la même chose, quoi. C'est un truc... Beaucoup plus que le Vietnam, à mon avis, pour les urgentistes. Le Vietnam, c'était la société américaine. Bien sûr. Mais en même temps, c'est tellement de catharsis sur ce qui s'est passé en ce moment, parce que ça touche pas que 3 voitures de pompiers, quoi. Tu vois, ça touche la nation, et puis ça a touché toute une ville. Je présume qu'il y a des urgentistes en plus qui sont morts comme des pompiers bien sûr, dans le cadre de leur service. Et ils ont tous été appelés, parce qu'il y a eu tellement à un moment un truc d'urgence. Tous ceux qui m'ont aidé, ils ont été appelés, tu vois. Ça ne m'étonne pas, bien sûr. Mais alors donc du coup, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, et on va terminer là-dessus, pourquoi tant de haine à l'issue de la projection cannoise, quoi? Parce que bon, putain, j'ai lu de ces trucs. Il y a un truc qui m'a scié, c'est le titre de Libé de l'époque, Black Flies avec Sean Penn, Mouche à merde. Mais je pense que les gens qui écrivent ont besoin de se retrouver dans les titres de... À Libé surtout. À Libé, non, à Libé, c'est une évidence. C'est une évidence. Voilà. Didier Perron qui a écrit ça, je pense que c'était le premier sur sa C'est Didier Perron, je le connais, Didier Perron, je comprends pas que
que tu puisses dire un truc pareil, quoi. Et puis, ils sont tous... Et Alors, qu'est-ce qu'il pense alors? Moi, j'adorerais faire après un... Tu vois, ça serait intéressant de faire une interview avec lui, de Bien sûr, confronter ce qu'il bien dit, sûr. parce que parfois, les choses qui me choquent, la façon dont il les interprète me choque. Et donc, j'aimerais pouvoir comprendre ce qu'il connaît de cette réalité, parce qu'il a l'air de connaître la réalité bien mieux que tout le monde de New York. Je ne sais pas combien de temps il a passé à New York, où il a été à New York et qu'est-ce qu'il a fait. Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi on me fait tant de haine et pourquoi d'un coup il y a même un côté Trump, me dire que je suis Trumpiste. Je ne sais plus, c'est lui, parce qu'après je mélange un peu les critiques, réac et tout. Donc je ne sais pas si c'est... S'il y a bien ton cinéma, il est pas réac, c'est bien ça, quoi. Tu vois, je comprends pas. Je ne sais pas, peut-être qu'il se projette lui là-dedans, c'est-à-dire que souvent on reproche qu'on est soi-même, quoi. Donc peut-être qu'il est devenu réac et que peut-être que c'est ce qu'il se prend pour ce qu'il raconte. Il dit le douteux de Johnny Mad Dog, d'un coup ça devient, je sais plus, encore une fois, je sais plus si c'est lui ou quelqu'un d'autre, mais d'un coup il remet toute l'action. Après ils n'ont jamais aimé mes films, donc... Ce qui est étonnant, c'est que tu dis que tu as été invité à France Info, il y a 2 jours. T'as fait la télé, ouais. La télé et France Info Culture, à l'époque, il met au final, Black Fly vaut plus pour ses qualités techniques que pour son pouvoir émotionnel. Oui, mais ça, après, si on rentre pas dans l'histoire, mais ça, je sais pas qui est-ce qui a écrit après. Ça s'appelle Jackie Bornet, je sais pas qui c'est. Non, moi non plus. Mais c'est plus de te dire. Moi, pour être franc, la critique, par exemple, on va dire, de Libé et les mouches à merde. Moi, il y a une chose qui me gêne, dans le sens que Libé, on a tous lu Libé quand on était jeune. Enfin, en tout cas, tout un milieu. Moi, je suis de gauche. Moi aussi. J'ai été éduqué avec Libé en étant étudiant et tout ça. Je trouve que le but d'un journal de gauche, c'est le social. Le film raconte des histoires d'ambulanciers. Et donc, insulter le film et le traiter de mouche à merde, c'est traiter ces ambulanciers de mouche à merde. Moi, c'est ce qui me gêne. Qu'on aime pas le film, je m'en fous. Je suis complètement d'accord avec ça. Il n'y ait pas de respect pour cette profession que le film essaye de mettre en lumière, ça me gêne. Parce qu'il est qui pour insulter les ambulanciers? Lui qui était peut-être le premier avec sa casserole pendant le Covid, sur son balcon de Neuilly, à frapper et à remercier les ambulanciers. Après, on les oublie, tout ça. Et ça, moi, je trouve que c'est pas tolérant d'un journal de gauche. Parce que c'est pas le travail d'un journal de gauche, même de la culture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bien sûr, les journalistes sont aussi là on est aussi là à travers le cinéma. Moi, je fais pas de cinéma et ce film pour faire de l'argent et comme quelque chose de capitaliste, on va dire. Après, le cinéma est devenu une industrie. Bien sûr. Mais si je fais ce cinéma et que je le veux réel, c'est pour dénoncer une situation d'un système de santé aux États-Unis, d'une santé mentale de ces ambulanciers, et d'essayer de rentrer dans ce réel pour le comprendre, pour le combattre et pour trouver des solutions. Quand un journal de gauche se permet de critiquer le film en disant que c'est parce que Frémaux va faire du judo avec Sean Penn que le film est à Cannes, je trouve ça déplacé. On parle plus de cinéma. On parle que de petites vengeances, de pourquoi le film est à Cannes, pourquoi il n'est pas à Cannes, qu'est-ce qui est Jean-Baptiste Sauvert, parce qu'ils ne connaissent pas mon prénom, qui vient présenter un film en compétition. Mais oui, ça revient plein de fois, c'est-à-dire qu'on t'insulte, mais avec un autre prénom. Donc je ne sais pas si c'est voulu, mais parce que tant que tu fais des films en Afrique ou en Thaïlande, ça n'intéresse pas une certaine presse, parce que c'est loin et c'est exotique. Après, quand ça touche New York qui est plus proche, et que ça rentre surtout dans la petite cour de la compétition, c'est une autre approche. Bien sûr. Après, bon, moi, je voulais pas finir là-dessus, je voulais citer la très jolie critique qu'avait fait Aurélien Alain sur Cinématiseur, qui est, tu vois, comme par hasard, qu'on rentre dans des trucs un peu de cinéma, là, voilà. Il dit un truc, je vais le citer parce qu'Aurélien, au-delà d'être un ami, c'est quelqu'un qui écrit très bien et qui dit bien les choses, dit « Rares sont les cinéastes capables de tenir un tel dispositif, écrasant, étouffant, dans les quelques moments de calme ont ce goût amer d'inéluctable tragédie, sans qu'il n'en devienne insupportable ou putassier. Jean-Stéphane Sauveur, lui, en tire un remarquable portrait d'un sacerdoce, de ses limites, de ses névroses, de ses conséquences et plus largement de la manière dont nous gérons les questions de santé, de mort et, par ricochet, de déterminisme. » C'est écrit, hein. Non, c'est écrit, voilà. Et en plus, souvent, il faut dire les choses, Aurélien, il écrit dans la foulée du film qu'il voit à Cannes et il est claqué. Hein. Moi, je sais, je l'ai fait avec lui des trucs, donc il se tape 3-4 films par jour et puis il faut qu'il écrive derrière. C'est qualité d'écriture, voilà. Et je trouve qu'il touche un peu du doigt, pour terminer quand même là-dessus, il touche un peu du doigt l'essence un peu de ton film et puis même de ton cinéma. Donc voilà, qui est... Non, et moi, tu sais, je vais dire, les seules critiques qui m'importent quelque part, c'est pas dans la presse, parce que la presse, encore une fois, c'est subjectif, on peut aimer, ne pas aimer, bien sûr, tout ça. Donc ça, c'est vraiment ouvert.
si c'est unanime que tout le monde déteste ton film, tu dis bon ok, le film est merdique. S'il y a des gens qui le défendent et qui l'aiment, tu dis bon alors où est la vérité? Moi ma vérité, les seules critiques qui m'importent, dans un premier temps, et c'était le cas avec les enfants soldats et c'était le cas avec les prisonniers en Thaïlande, c'est les gens dont on raconte l'histoire. C'était le cas sur ce film avec les ambulanciers. Comme là pour les ambulanciers. Ouais, je leur ai montré, ils m'ont dit nous c'est génial parce que c'est notre réalité et qu'on est fiers d'être dans ce film et que ça montre notre travail. Moi j'ai ma récompense. Que après les journalistes n'aiment pas et disent c'est pas le réel, qu'est-ce qu'ils en savent? C'est pas eux dont on raconte l'histoire. Donc le jour où je ferai un film sur les journalistes de la presse, du cinéma... Et que je veux en être. Si ça leur plaît pas, je serais déçu. Mais les ambulanciers, je pense que c'est ça ma récompense. Moi, c'est quand eux ils me disent merci d'avoir fait ça pour rapport à notre métier et que justement mercredi, on se fait cette projection pour parler de ça, pour ouvrir la question. Parce que je pense que eux, c'est vraiment le problème de la santé mentale. Ils voulaient même que je mette le numéro d'appel d'urgence pour la santé mentale à la fin sur le générique et tout ça. Ça me plaît, tu vois. Mais après, ouais, c'est ça, ou après les critiques. Ou les réalisateurs aussi. C'est-à-dire que les réalisateurs, c'est des gens à qui tu dis, on parle de cinéma quand tu le montres. Taille, tu vois, par exemple, à la fin, il me dit, je veux le montrer à 4 autres personnes, le film, pour avoir des retours de montage et tout, quoi. Je dis, mais il l'a montré à Terrence Malick, à Darren Aronofsky, à Jeff Nichols et à Rick Alverson. Avec 4 réals avec qui il a travaillé, qu'il connaît. Et les 4 ont été vraiment adorables et supporter le film et dire à quel point ils aimaient le film. Bon, tu dis ok, moi, et avec des critiques et avec des notes, mais pour moi ça compte quelque part dans le sens que c'est des réalisateurs, donc ils te parlent de cinéma d'un coup. Ils te disent pas, ils mélangent pas l'humain avec tout ça, non? Et ça affecte, je sais pas, après, mais tu vois, et Godard, encore une fois, l'interview que je disais, il disait, mais nous, à l'époque des Quais du cinéma, c'était Jean Bécaire, c'était le film autant, on s'en fout, on parlait du film, du cinéma et tout ça, on n'attaquait pas les réals. Aujourd'hui, ça s'est inversé. Ouais, c'est vrai. Après, ce qui m'a un peu choqué, même Christopher Nolan, quand il reçoit son Oscar, pour Oppenheimer, j'ai pas vu le film, mais il ne parle jamais du sujet du film. Il remercie Universal, sa femme, la costumière, la personne qui lui a donné le livre sur Oppenheimer, mais jamais l'homme. Dans le sens de ne serait-ce dire une phrase politique sur qui a été Oppenheimer et quelles sont les conséquences sur notre monde d'aujourd'hui. Quelque part, ça me choque parce que je me dis alors pourquoi avoir fait un film sur Oppenheimer? Peut-être que lui, il considère qu'il en a déjà trop dit, enfin, il a déjà tout dit dans les 3 heures de son film. C'est une réponse possible, j'y avais pas pensé, tu vois. Mais en n'ayant pas vu le film, ça m'a pas donné envie de le voir. Je suis pas fan du film. C'est plus l'acteur principal qui a fait cette... Oui, il a fait au moins une petite phrase pour les peacemakers, mais vraiment à la fin, en partant, et heureusement, tu vois. Et sinon, tu dis, alors, de quoi parle... Enfin, il n'a pas fait le film. Moi, j'ai l'impression que quand on parle, j'ai envie de défendre les ambulanciers, le sujet du film. Bien sûr. Ça me paraît important quand tu fais un film, c'est pour ça que tu fais un film, il me semble. Ouais, mais je dirais que quelque part, toi, ta motivation, ou tes motivations et la volonté de faire le film ne sont peut-être pas les mêmes que d'autres cinéastes, quoi, tu vois, je veux dire, en même temps, bon, si on reprend l'exemple de Nolan, Nolan, il a pris ce sujet et il l'exprime. Moi, encore une fois, je suis pas fan du film, mais il l'exprime quand même assez fort bien dans le truc et les conséquences sur cette, entre guillemets, cette révolution à apporter à la société aujourd'hui telle qu'on la vit aujourd'hui. Il le montre dans le film, alors peut-être qu'en effet, il n'a peut-être pas envie de remettre ça sur le tapis, et comme en même temps, je crois qu'ils ont 1 minute pour remercier, donc peut-être qu'il se dit, vaut mieux que je remercie 2-3 personnes, quoi. Enfin, tu vois, voilà, j'en sais rien. Bien sûr, si tu fais un biopic sur quelqu'un, tu vas pas remercier, enfin, tu vas pas parler. Ah, moi, j'en sais rien, je ne serai jamais dans cette situation-là, donc c'est pas la peine de me poser la question. Moi, je n'ai pas ce talent, je n'ai pas ton talent, je n'ai encore pas celui de Nolan, donc tu vois. Un film qui s'appelle Sandy Gilet, et qu'à la fin, je remercie que la Gaumont, tu vas me faire la gueule. Non. Enfin bon, bref. Écoute, en tout cas, moi ce que je te souhaite, c'est que le film marche, en tout cas, que les ambulanciers que tu vas aller voir la semaine prochaine t'apportent les meilleures vibes possibles en te disant qu'ils sont heureux que tu aies pu faire un film là-dessus. Moi, en tout cas, moi, en tant que simple spectateur, tu m'as fait triper, quoi. Tu vois, je veux dire, on a passé vraiment un truc et pas dans le trip genre non, vraiment. Je crois qu'on a grâce à toi touché du doigt un petit peu pendant une heure ou deux, on a touché du doigt cette profession, ce que ça pouvait représenter, tout ça et tout, avec tout autour une histoire quand même, parce que tu prends la peine de raconter une histoire.
c'est pas un doc, quoi, voilà, tu vois. Donc, je trouve que cette mixité qu'il y a entre les non-pros, les pros, l'histoire réelle, l'histoire un peu fictionnelle, tout ça et tout, bah, ça marche et que ça fait. Et comme tu l'as dit, moi, je suis très, très surpris encore aujourd'hui que des films comme ça puissent se faire, quoi. Voilà. Et je suis très Ça devient heureux. dur parce qu'on rentre dans un conformisme, donc Ouais, c'est vrai que c'est très un bien. peu dur d'essayer un peu d'autres choses ou pas Ça être me forcément dans une histoire rassure. carrée, quoi. Quand on voit des films comme ça, t'en vois un ou deux peut-être dans l'année, ça te rassure sur sur la santé, on va dire, de rue, même si c'est fait un peu, toi, c'est un peu en sniper, c'est fait un peu, je dis, limite un petit peu en mode guérilla, quoi, tu vois ce que je veux dire, donc voilà. Mais bon, je suis quand même heureux que ces films-là, ils arrivent au cinéma et que voilà. Eh ben, merci. Je t'en prie, c'est vraiment.